Bonjour Stéphane Trappier. Bonjour. Nous avons vraiment plaisir à vous recevoir pour cette rencontre d'octobre donc de Illusine de l'école Condé Paris. C'est vraiment généreux à vous d'avoir pris de votre temps pour répondre à cette invitation, à répondre à des questions donc devant les étudiants nombreux, les enseignants et l'équipe de l'école. Je voudrais résumer un tout petit peu votre parcours, mais ça sera développé ensuite à travers différentes questions. Vous êtes né dans les années 60, on peut dire en quelle année exactement? Oui, en 2004. En 2004, voilà exactement. Et dès votre jeunesse, d'ailleurs, vous avez déjà une activité de dessinateur. Vous avez suivi les cours de l'École nationale des arts de Cergy-Pontoise et commencé une activité de dessinateur, notamment dans la presse magazine et pour le groupe Bayard. Ensuite, dans les années 90, vous avez monté une très importante agence de graphisme avec Xavier Barral et Annette Lucas, qui s'appelle l'agence Atalante. À ce moment-là, vous avez consacré beaucoup de temps au graphisme, notamment pour l'opéra et la Cité de la musique. Alors, depuis le début des années 2000, vous êtes très connu des Parisiens et de ceux qui passent à Paris, grâce à des affiches très, très colorées sur lesquelles on va beaucoup revenir, donc, que vous avez faites pour le Théâtre du Rond-Point, qui était dirigé par Jean-Michel Ribes, et vous avez été associé à ce travail du Rond-Point pendant 20 ans, en fait. Oui, voilà. 20 ans, c'est mieux. Enfin, juste là, jusqu'en 2022. Et dans le même temps, vous avez une activité d'illustrateur très intense pour différents médias, je crois Le Monde, l'Express, le 1 Hebdo. Tous les gens qui m'appellent. Voilà, Alternative économique. Et vous avez fait des BD aussi à ce moment-là dans Fluide Glacial. Voilà. Vous avez publié alors différents ouvrages et des recueils de vos travaux. Donc on peut montrer un recueil important qui est mes plus grands succès. Il y a eu un recueil récemment. Pas de librairie. Les plus grands succès, mais pas de librairie. Enfin, mais pas forcément de librairie. Un recueil des affiches du Rond-Point. Et très récemment, vous avez entamé une trilogie dessinée dont le personnage principal, ça fera partie des questions, est votre propre père. Et avec un titre formidable qui est Les saucisses de l'archiduchesse. Je ne suis pas trompé. Ça, c'est de 2023. C'était juste pour que, quand les gens m'en parlent, voir s'ils arrivent à le dire. Voilà, c'est ce qu'on appelle le tongue twister. Alors, il faut préciser enfin que vous avez été enseignant à l'école. Oui. Et que vous avez accepté aussi d'être le parrain de la promotion 2023-2024 des Master Illustration. Oui. Voilà, grande responsabilité. Donc alors, pour préparer cette rencontre, en fait, j'ai travaillé avec une classe de Bachelor 3 Illustration, donc ils ont étudié vos travaux, et ils ont choisi toute une série de questions à vous poser. Et ensuite, après les questions donc, de la classe qui sont posées par 4 étudiants, il y aura aussi un temps pour des questions du public, bien sûr. Voilà, donc la première question va être posée par Mélissa. Alors, est-ce que votre milieu familial a joué un rôle dans votre choix d'une carrière d'illustrateur? Tu fais de l'illustration? Oui. Ouais. Est-ce que ton milieu familial a joué un rôle ou... Quand on ne sait pas quoi dire, il faut répondre à une question par une autre question. Moi, je dirais non. Bah, je ne sais pas très bien, en fait. J'aimerais développer, mais je ne sais pas très bien quoi dire. Est-ce qu'il y avait un rapport avec la pression La pression, oui, mon père était typographe, mon grand-père était imprimeur, mon arrière-grand-père était imprimeur, donc il y a un rapport avec la chose imprimée, ça c'est sûr. Mais je ne sais pas très bien. Comment est-ce qu'on se met à dessiner, voilà. Comment on continue, parce que tout le monde se met à dessiner. Pourquoi quelques-uns continuent? Tu peux répondre à la question, puisque tu... Ah, c'est pas facile, hein, comme question. C'est pas facile, non. Oui, donc il y avait une connexité, mais en fait, c'était pas dessinateur, ou directement affiché. La deuxième question. Pouvez-vous nous parler de vos études et de vos débuts dans l'illustration? Alors mes études j'ai fait dans les années, enfin vers 1930 quand j'étais étudiant, avant-guerre, enfin la deuxième. Bon, c'est pas grave, c'était une blague, mais c'est pas grave. Ça peut sembler plausible en fait, c'est ça qui est inquiétant. Donc c'était peut-être légèrement différent d'aujourd'hui, il n'y avait pas autant d'écoles, beaucoup moins d'écoles. J'ai fait donc moi un atelier de prépa, ça peut ressembler un peu à ce qu'est aujourd'hui, sauf que Condé est à la suite, mais donc il y avait des ateliers de prépa comme Penningen, comme d'autres.
Moi, je suis rentré à l'atelier de Sèvres, qui était c'était vraiment le début. Et ils ont d'ailleurs monté le CV. Je ne sais pas si le CV, pas aujourd'hui, ne fait pas partie du groupe. Voilà. J'avais passé une première fois Olivier de Serres quand je passais mon bac, pour voir ce que c'était. J'ai donc rencontré le format raisin à cette occasion. Et puis j'ai commencé en bas à gauche, et puis j'ai vu que c'était quand même compliqué d'aller un peu plus haut que 10 cm Donc je pensais qu'il fallait que je fasse des études. Et j'ai fait la première année, j'ai loupé tous les concours, lamentablement. Et par chance, j'ai eu Cergy la deuxième année. Donc je suis rentré à l'École nationale d'art de Cergy, qui était qui démarrait aussi, qui avait déjà une connotation art contemporain à l'époque. Donc on est beaucoup allé au café, beaucoup au cinéma, un peu en cours de temps en temps. C'était assez sympathique. Et ces études-là auraient dû m'amener à faire de l'art contemporain, mais en fait, assez peu de gens en ont fait derrière, quoi. Mais voilà. Et parallèlement, j'ai rassemblé un petit book et je suis allé voir toutes les rédactions. À l'époque, tu allais dans les librairies, ça n'existe plus aujourd'hui, mais des marchands de journaux, un concept qui a disparu. Et puis je prenais les numéros de téléphone, et puis c'est des cadrans les téléphones. Voilà. Ça commence à être très long ma réponse. Donc j'ai réussi à avoir quelques petites publications, j'étais super content, mais enfin, j'étais épouvantablement mauvais, mais il y avait moins d'illustrateurs à l'époque, donc quand il y avait des trous, il fallait bien, s'il restait un ringard, on le prenait comme moi. Et puis voilà, ça a commencé un peu comme ça. Et puis je suis allé en voir d'autres, j'ai commencé à publier un petit peu comme ça. Je vais m'arrêter là, parce que sinon on va arriver, je vais te faire les 30 ans qui suivent, et ça va être long. Enfin, j'ai bien répondu à ta question? Non? Alors, quand et comment avez-vous commencé à travailler pour les affiches du Rond-Point? Donc je travaillais à Talente, comme ça a été dit, on faisait du graphisme, plutôt dans le catalogue de musées et les institutions culturelles. On avait commencé à travailler pour le théâtre du Rond-Point, à travailler sur le logo, sur les premières affiches. Il n'y avait pas du tout de dessin, c'était de la photo. Moi, j'avais un peu mis de côté l'illustration entre parenthèses, parce que d'une part, à un moment, je m'y retrouvais plus tellement, je comprenais pas ce que je faisais, j'aimais plus tellement ce que... Il fallait que je clarifie un peu ce qu'était l'illustration pour moi. Et puis, monter cette boîte de graphisme a demandé énormément d'énergie et de temps. Et ça faisait un moment, et ça me chauffait, quoi, pour parler vulgairement. Et là-dessus, j'ai commencé juste à republier un truc ou deux. Et Xavier Barral, donc, qui avait monté à Talente et la maison d'édition, Rib montait donc Jean-Michel Rib, qui était le directeur du théâtre du Rond-Point jusqu'à l'année dernière, et un auteur de pièces, metteur en scène, etc., que vos parents doivent connaître, montait son premier spectacle au Rond-Point, sa première création. Donc il y avait un gros enjeu pour lui. Tout ce que lui proposait Barral, ça ne lui allait pas. Donc tout à coup, Barral s'est dit, on va lui proposer un dessin, parce que Rib aimait beaucoup le dessin. Et donc il est venu me voir et il m'a dit, tu veux pas faire un dessin pour le... Alors j'étais super content, mais je ne l'ai pas montré. Et j'ai surtout dit, je fais un truc et si ça ne lui plaît pas, je recommence pas. Donc j'ai fait un truc et ça lui a plu, c'était un coup de bol. J'aurais peut-être recommencé quand même, mais j'ai pas. Bon, ça lui a plu tout de suite. C'est la seule fois où ça lui a plu tout de suite. Donc c'était vraiment... Et le spectacle a marché. Parce que si ça n'avait pas marché, je sais pas peut-être qu'on aurait jeté le bébé avec l'eau du bain. Et ça a commencé comme ça, voilà. Donc c'était c'est écrit dans le livre, mais j'ai oublié. 2004, ouais. Voilà. Bonne mémoire. Voilà. Processus créatif. Je crois que c'était sur mon alimentation. Je peux en parler aussi. Du coup, sur votre processus créatif, comment est-ce que vous créez vos illustrations? Est-ce que vous faites beaucoup de recherches avant, par exemple, ou les idées viennent vite?
Ben, je pense qu'au fur et à mesure, les idées viennent un peu plus vite parce que tu as l'habitude de te mettre dans l'état de réfléchir. Et souvent, en fait, il arrive parfois que tu n'aies pas du tout le temps. Hier, j'ai dû faire une couverture pour un gars avec qui je travaille, une maison d'édition, qui n'a jamais le temps et qui paye très mal. Mais j'aime beaucoup faire ces couvertures parce qu'elles sont super chouettes. Et puis, il m'avait envoyé un mail vendredi dernier pour me dire oh là là, j'ai pas du tout pensé qu'il fallait que tu fasses cette couverture, c'est pour hier. Et je lui ai pas répondu parce que j'avais pas le temps, j'ai oublié. Et il m'a renvoyé un texto lundi en me disant mais t'as vu mon texto, j'ai un peu honte. Et j'avais pas du tout le temps de le faire parce que j'avais. Ah non, lundi j'avais cours, donc c'est mardi plutôt. On est mercredi aujourd'hui, ouais. Hier matin. Et donc j'avais d'autres choses à faire. Je me suis dit, bah, entre deux, je vais. Donc j'ai pris 1 heure, je vais faire trois croquis de couverture. Et j'attends, enfin, je pense qu'il va prendre un des trucs, donc ça va vite. Des fois c'est très laborieux, ça dépend aussi de la personne que tu as en face en fait. Mais parce que tu as des gens, les demandes sont pas claires. Je parle loin là en fait. T'as parfois, ça dépend de la personne aussi que tu as en face. Je sens qu'il faudrait que j'explique ça, mais peut-être plus tard. Et après le processus, ça dépend. Des fois j'ai une idée comme ça. Parfois il faut toujours les confronter parce que tu as une idée et parfois je commence à essayer de la réaliser puis ça marche pas du tout. Et je regarde beaucoup de documents. J'ai un ami qui s'appelle Google. Et donc je tape des mots-clés, des machins pour voir ce qui me sort. Alors soit pour aller dans le sens de l'idée que j'ai au départ, soit en tapant des thématiques, des mots-clés, des trucs. Et puis parfois je tombe sur une image qui me donne une idée à laquelle j'aurais jamais pensé. Donc je trouve que c'est... Enfin, après chacun travaille comme il le veut, mais je trouve que ça, pour moi, c'est intéressant parce que ça me sort d'idées préconçues que je pourrais avoir ou on a tous, je pense, en tête des images qui correspondent à des sujets, des machins, et ça me permet de sortir un peu de stéréotypes que je peux avoir ou d'archétypes d'images et de tout à coup de voir un truc inattendu qui me raccroche sur une autre idée, quoi. Je sais pas si c'est clair ou... Voilà. Merci. On vous voit beaucoup travailler vos images en mettant en scène des animaux. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inspire ou que vous aimez jouer avec ? En fait, tout est inspirant, quoi. Donc les animaux, ça peut être rigolo si tu les sors de... Un truc que j'ai jamais fait, c'est les personnages avec des têtes d'animaux. J'adorerais. C'est vrai, c'est pas faux. Je devrais regarder l'écran en parlant. Mais pas de manière récurrente. Enfin, comme, tu vois, je sais pas, enfin... bref. Là, en l'occurrence, c'était une pièce, je sais même plus trop, ça s'appelait Hétéro, mais ça parlait pas du tout d'hétéro. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose dans l'animalité, enfin, les cerfs, le côté, la virilité du cerf à la fois, et ces deux cerfs face à face qui n'étaient pas en train de se battre, mais en train de danser. Enfin, c'est quelque chose qui allait assez bien, quoi, mais je sais plus du tout comment j'ai pensé à ça, mais parfois ça s'impose, c'est rigolo et puis c'est vachement intéressant d'essayer les animaux. Le problème du poil chez le chien, j'ai tourné des années autour. Enfin, chez le chien, chez l'ours, quand tu fais un animal, un hamster, un chien, comment tu fais les poils, les reflets, les trucs. Donc je suis allé me prendre la tête des fois des heures à faire, mais c'est pas le bon système, enfin voilà. Ça c'est intéressant. C'est pour ça que je passe des heures à faire les cheveux aussi. Donc les cheveux et les chiens, voilà, c'est pareil. On remarque beaucoup dans vos travaux une bonne dose d'humour et de burlesque. Non, pas du tout. D'où ça vous est venu cette envie de ne pas se prendre au sérieux ? Regarde-moi, tu... Est-ce que ça a toujours été... Je le crains, ouais, je le crains fort. Ok.
Parfois, ma femme me dit que c'est pas possible, je prends jamais rien au sérieux. Mais c'est une manière d'être sérieux aussi, de rien prendre au sérieux. Je pense que sérieusement, prendre les choses au sérieux, c'est pas très sérieux. On se demandait, du coup vous avez parlé de votre première image, votre première illustration avec le théâtre du Rond-Point, et on se demandait quel était le processus qui est venu après, comment vous travailliez vos affiches pour le Rond-Point, est-ce que c'était du one-shot ou... Bah, ça s'est fait en... C'est pareil, peu à peu, il y a un processus qui s'est mis en place. Sur les toutes premières que j'ai faites après, c'était compliqué parce que j'avais pas fait exprès de réussir à faire un truc qui lui plaisait. Donc je me suis dit, mais comment je vais refaire Donc la deuxième, ça a été atroce. Elle est épouvantable. C'est une de celles que j'ai pas mis dans le livre. C'est comme les comédiens, il faut jamais aller voir la deuxième représentation. Parce qu'ils mettent toute l'énergie sur la première, et la deuxième, c'est épouvantable. Il faut revenir au moins à la troisième. Ou les comédiens disent après la cinquième. Donc au début, on me donnait les textes. Je lisais les pièces, mais ça peut pas être un métier, quoi, si tu dois lire les pièces à chaque fois, en entier. Je faisais 30 spectacles quand même par an, donc puis il n'y avait pas des textes pour les 30 spectacles. Et ensuite, disons que une fois que le processus est un peu élaboré et que c'était un peu plus rodé, disons qu'il me préparait. Alors, au début, je faisais pas tous les spectacles, mais on va peut-être pas rentrer dans le détail, c'est pas si intéressant que ça. Au bout d'un moment, il a été décidé que j'allais faire tous les dessins de toute la brochure, donc que je faisais avant c'est comme à l'école, enfin c'est sur une saison scolaire, quoi, une saison de théâtre, enfin, comme bref, j'arrive pas à me sortir de ma phrase. Mais je faisais ça vers le mois de mars, entre février et mars-avril. Donc je faisais une trentaine de spectacles en 2 mois, quoi. Donc ils me préparaient des dossiers avec ce qu'il y avait, c'est-à-dire parfois rien du tout, parfois des captations vidéo, parfois des textes, des dossiers de presse, enfin c'était très variable. Et puis à la suite de quoi, je rencontrais aussi une personne qui était chargée d'écrire les textes pour la brochure, donc qui rencontrait toutes les compagnies, qui donc avait déjà vu un peu tout le monde, connaissait les enjeux des spectacles. Il ne fallait pas que je prenne tout ce qu'il me disait pour avoir argent comptant. Par exemple, il y a eu Guy Bedos qui a fait 2 spectacles là-bas. Le dernier, c'était son dernier spectacle, c'est ses adieux à la scène. Et c'était vraiment ses adieux à la scène. Pas comme Michel Sardou. Et donc il m'a dit, oh, bah, c'est très simple, tu fais Guy, avec un trou, c'est une tombe, et puis tu le mets avec un pied dans la tombe. Alors, par exemple, ça, c'était des conseils qu'il ne fallait pas écouter. Et puis, bah... Quand on a beaucoup à faire en pas longtemps, je sais pas comment dire, il y a quelque chose qui passe, tu vas droit au but, quoi. Et puis parfois ça. Ensuite, les croquis étaient montrés à la direction de la communication, qui les montrait une fois qu'ils avaient fait ce premier écrémage, qui les montrait à RIB, et c'était montré ensuite aux compagnies. Alors la compagnie, ça pouvait vouloir dire le metteur en scène, l'acteur quand c'est des scènes en scène, le traducteur, enfin bon. Et des gens pas toujours... Donc il y avait une multitude de gens qui devaient valider. Et voilà. Donc je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais oui, après le processus, c'est assez mystérieux. Je sais pas comment vous faites pour trouver des idées quand Monsieur Martin vous donne des sujets d'illustration. J'en sais rien. Il faut comprendre de quoi ça parle déjà, en fait. Enfin, ça a l'air super évident, mais il faut comprendre de quoi ça parle et quel est l'enjeu. Parce que ce dont ça parle, c'est pas forcément l'enjeu non plus du spectacle, de l'article, et saisir un truc important, parce que c'est que ça soit pour un spectacle, un article, n'importe quoi, une couverture de livre, toute illustration, c'est une porte d'entrée que tu donnes au lecteur. Et normalement, il ne faut pas que ce soit de la décoration, il faut que ça ait du sens, que Alors forcément, tu ne peux pas tout dire d'un roman, d'un spectacle, d'un article, de quoi que ce soit, mais tu donnes une porte d'entrée. Voilà, donc il faut un petit truc qui fasse que les gens se disent « Ah tiens, voilà ». Je sais pas comment... bref, j'arrive pas à finir ma phrase. La plupart de vos images semblent être des jeux de mots visuels. Pourquoi ce choix ?
Des jeux visuels peut-être. Bah, peut-être pour ça, pour essayer d'expliquer quelque chose. J'aurais bien aimé savoir dessiner des chevaux vus d'en dessous, là, avec la cavalerie qui arrive, et les sabots, les machins, un type en contre-plongée. Mais comme j'arrive pas, j'ai dû essayer de faire des choses plus simples. Et donc je pense que dans le dessin aussi, le truc, c'est d'arriver à... tu fais du judo avec tes défauts. Et voilà, et tu essayes de... Comment tu peux contourner ce que tu sais pas faire et tes défauts pour arriver à exprimer ce que tu as envie de dire. Voilà, je pense que... Voilà ce que c'est le dessin. Vos dessins donnent beaucoup l'impression d'un collage, dépendamment des dessins. Est-ce que vous avez déjà expérimenté cette technique dans le passé? Ouais, j'ai dû faire des collages, mais je fais des collages sur Photoshop avant de dessiner. Donc j'expérimente à chaque fois que je fais un dessin. Alors, on remarque que vous ne créez des fonds que dans certains travaux. Pour quelles raisons laissez-vous de côté les décors dans vos illustrations? Mais quand on a commencé à faire les affiches du rond-point, et puis ça correspondait à peu près au moment où je me remettais à faire de l'illustration. Alors je fais des décors dans des choses qui sont plus des bandes, qui s'apparentent plus à la bande dessinée, ou je fais aussi beaucoup de choses avec des tirés de photos de films. Donc là, il y a les décors. Mais quand j'ai commencé le rond-point, c'est une question que je me suis posée. Et j'en avais parlé avec un copain. J'avais commencé à travailler un peu à Fluide Glacial. Et ce copain était momentanément directeur artistique là-bas. On parlait de bande dessinée. Il disait, mais fais pas de la BD, c'est chiant, puis les décors, tu vas t'emmerder. Et quand j'ai commencé les affiches du rond-point, j'ai repensé à ça. J'ai dit, mais quand je vais faire des décors, je vais m'emmerder. Et puis une affiche, c'est de l'impact, quoi. Donc il faut quand tu fais une illustration générale, une affiche en particulier, enlever tout ce qui n'est pas nécessaire. Donc tu peux avoir des éléments de décor quand ils sont partie prenante du dessin, une table, une chaise. Parfois il y a eu tu vois, j'ai dessiné la mer au fond parce que ça faisait partie du sujet. Mais tout ce qui est pas, je sais pas ce qu'il y a là, ça passe vite là, mais enfin, peu importe. Mais ce personnage sur le piano, ce qui compte, c'est que dans ce spectacle de Gamblin, il était avec un pianiste, enfin un petit orchestre, mais principalement le pianiste, et c'était tout un texte et un truc autour du jazz, du rythme, du piano et tout. Donc, qu'est-ce que j'aurais fait comme décor? Il n'amène rien, quoi. Donc, ce qui amène rien, faut pas le dessiner. Juste l'essentiel. Bah oui. Et puis tu perds de l'impact en plus si tu mets parce que tu as la typo, le logo, la typo, les dates, la distribution des machins. Tu as un dessin et en plus tu vas noyer ça qu'un décor. Donc il y a voilà, si tu regardes les affiches, il y a des affiches comme ça un peu parfois dans le métro, mais tu perds tout et dans le métro il y a une telle profusion d'images, de couleurs, des saucisses en gros plan, des téléphones, pas des saucisses malheureusement pas assez, mais que en faisant ça tu as davantage de chances d'être vu, quoi, d'être remarqué parce que tu es plus épuré. Jean-François Martin a écrit cette phrase, more is less. C'est toi, non? Lorsque vous faites des travaux, que vous dessinez, est-ce que... Less is more, pardon, j'ai dit n'importe quoi. Less is more. Oui. C'est ça, non? Oui. J'ai pas fait anglais à l'école, excusez-moi. Oui, pardon. C'est pas grave. Est-ce que, lorsque vous faites des dessins, est-ce que vous tenez à partager votre point de vue ou vous avez tendance à vouloir questionner les gens sur ce que vous représentez? Ouais, est-ce que vous vous adressez à des gens qui partagent le même point de vue que vous? Ou bien vous voulez... Bah, là, si on parle des affiches ou d'une illustration, tu essayes de donner un point de vue sur un sujet qu'on te donne, qui est un spectacle, un article. Donc, je suis pas sûr que ce soit là le lieu de la provocation. J'essaie de provoquer l'intérêt visuel. Maintenant, c'est pas des caricatures, c'est pas du dessin politique, donc
je vois pas en quoi la provocation servira à quelque chose. Donc tu as forcément un point de vue, et en même temps, quand tu es illustrateur, t'es pas auteur à part entière. Tu as un travail d'auteur, mais tu es au service d'un texte, d'un livre, donc tu fais passer le plat quand même pour le... si tu te mets en avant, tu n'es pas illustrateur. Enfin, tu te mets en avant parce que tu dessines, tu montres ton dessin, tu t'exposes, tu as un point de vue sur le sujet. Mais c'est pas moi, t'es pas éditorialiste, quoi. C'est pas une couverture de Charlie Hebdo. Donc faut quand même savoir aussi s'effacer un petit peu derrière le sujet. Je sais pas si c'était ça la question. Pour la couverture de votre recueil, Mes plus grands succès, souhaitez-vous dénoncer l'utilisation de l'image de la femme objet en vous mettant en scène avec autodérision, ou faites-vous un clin d'œil à ceux qui auraient la référence en visant donc une cible particulière d'acheteurs? Dénoncer, mon Dieu, j'ai pas un esprit extrêmement militant. Disons que c'est un livre dans lequel il y a des tas de choses différentes, et je me suis dit tiens, je vais l'appeler Mes plus grands succès, puisque rien de tout ça n'avait eu de succès, donc puis ça me faisait plaisir, c'était comme un album de variété des années 70. Donc j'ai cherché des trucs autour de quelque chose d'un peu ringard, un peu au début comme un album un disque un best-of de Michel Sardou, ou un Michel Sardou pas connu, quoi. Et puis je sais plus comment on est arrivé à ça. Bon, c'est vrai que tu peux voir bon, moi ça m'amusait. Je me suis enlevé quelques kilos, je crois. Et bon, je trouvais que... Est-ce que je dénonce quelque chose? Je sais pas. Disons qu'il y a un clin d'œil quand même, quoi. Après, dénoncer, je sais pas... Je sais pas très bien quoi répondre à ça, je suis désolé. En tout cas, non, chercher des lecteurs... pour la deuxième partie de la question, aller à la recherche de... Déjà, ça marche pas. Et puis, il faudrait que j'ai des lecteurs pour ça. Alors ensuite, on va parler de la couleur. Dans vos illustrations, on a remarqué que vous utilisiez beaucoup de couleurs très vives. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Et on avait remarqué aussi qu'on retrouvait beaucoup de rouge vif. Est-ce que vous êtes attiré par cette couleur? C'est une couleur qui a de l'impact, donc ouais. Après, il faut que ça se marie. Je pense que... Donc, je dessine en noir et blanc, moi. J'ai jamais réussi à m'acclimater encore à l'iPad. J'ai acheté il y a 7 ans, mais je m'en sers surtout pour regarder l'équipe TV. J'ai un stylet quand même, mais je ne sais même pas s'il marche encore. Enfin, j'ai essayé 2 fois. Et donc je dessine en noir et blanc. Je pourrais dessiner, je fais des fois des choses ce qu'on appelait dans le temps en couleur directe, c'est-à-dire à l'aquarelle, à la gouache. Bon. Avant, je bossais à la gouache, mais quand tu travailles pour la presse, pour même sur les affiches, enfin, t'es tellement pressé que le temps que ça sèche, que tout ça, qu'en plus il faut retravailler la colorimétrie derrière, parce que sauf si tu as un excellent scan. Donc le mieux, c'est de cette manière. Donc je fais mes couleurs sur Photoshop, et un peu comme on faisait dans le temps, les bendés, chose que vous ne connaissez plus. Les bendés, c'est une méthode de mise en couleur à partir des quadrilles. C'est comme ça j'ai fait de la maquette avant la PAO, et donc ton titre rouge sur un calque, tu mettais M100, J100, voilà, c'était du rouge. Donc le bendé, c'est une chose qu'on connaissait à peu près. Et c'était, les bandes dessinées étaient mises en couleur comme ça. Je crois que c'est un procédé qui a été mis, je ne suis pas un grand historien, mais qui a été mis au point justement pour les mises en couleur de bandes dessinées entre autres, etc. Et c'est vrai que vu mon grand âge, c'est aussi une réminiscence des comics, des bandes dessinées un peu pif gadget, des bandes dessinées populaires
que je pouvais lire quand j'étais petit, avec un côté un peu, disons, aussi pop art, quoi, mais le pop art a réutilisé ça aussi. Donc je pense que c'est plus en référence à ça, puis c'était des couleurs simples, des couleurs qui avaient de l'impact et qui ne sont pas réalistes. J'ai jamais tellement aimé avoir un traitement réaliste de la couleur. Je pense que je n'ai pas un traitement très réaliste de l'image. C'est-à-dire que les personnages ressemblent, parce que je pense que si tu veux faire n'importe quoi, faut le faire avec sérieux. Quand on fait faut faire très sérieusement n'importe quoi. Sinon, ça marche pas. Donc, si tu dois dessiner un truc qui n'existe pas, il faut que ça ressemble à quelque chose. C'est pour ça que j'ai cherché à avoir un traitement un peu réaliste des personnages, ou stylisé mais un peu réaliste. Et donc, à partir de là, je pense que les couleurs ne doivent pas être réalistes. Tu peux partir. Voilà. Merci. Votre trait rappelle la bande dessinée franco-belge, mais aussi les comics américains et le pop art. Ces mouvements font-ils partie de vos influences? Bah oui. J'ai essayé de faire le syncrétisme de tout ça. Voilà. Ouais. Et avez-vous d'autre part des illustrateurs qui vous inspirent particulièrement? Sur la BD franco-belge, quand j'étais petit, je lisais beaucoup Pif Gadget, parce que mes parents étaient communistes, donc c'était le seul truc qu'on avait le droit de lire. Il y avait un truc absolument génial, c'est qu'il y avait à la fois de la bande dessinée réaliste et de la bande dessinée des gros nez, comme on disait pour donc de la bande dessinée humoristique avec des personnages avec des gros nez, enfin voilà, je sais pas si c'est clair. Et donc dans le même, moi j'étais petit, je voyais ça, donc ces deux univers existaient, mais je ne savais pas si c'était la même chose. Alors je me disais, quand je serai grand, je vais être dessinateur, mais je ne sais pas si je vais être dessinateur, je ne sais plus comment je disais ça, réaliste ou humoristique. Et en fait, ces deux influences m'ont poursuivi, quoi. Et les illustrateurs, j'en ai 400, donc t'en citer, mais j'en oublierai la moitié, donc j'aime à peu près tous les dessinateurs. Y a vous connaissez certainement pas, mais il y avait un reportage sur Jean Gabin et comment tu sais, le dialoguiste de Gabin, Audiard, qui passait souvent à la télé, et puis Gabin était à la télé. C'est une phrase célèbre, enfin avant ça passait souvent. Il disait, c'est chouette tes acteurs, c'est bad tes acteurs. Moi je pense la même chose des dessinateurs. Donc il y en a quelques-uns que j'aime pas, dont je dirai pas le nom, mais il n'y en a pas tellement. Et en fait, dès que je vois un truc, je me dis, mais c'est tellement mieux que ce que je fais, donc j'ai envie de faire ce que fait cette personne. Mais ça peut être 15 personnes différentes dans la journée. Hein. Voilà. Merci. On a pu remarquer dans vos illustrations un air de surréalisme. Est-ce que vous avez une sensibilité au mouvement surréaliste? Est-ce que vous vous identifiez par rapport à... Alors, c'est du surréalisme du pauvre. Le surréalisme pour les nuls. Ce que je fais. Tu sais, le surréalisme, c'est un mot qui a été assez galvaudé, qui est mis un peu à toutes les sauces. C'est vrai qu'il y a certainement une influence, ou chez Magritte, ou des gens comme ça. Après, c'est plus une manière de décaler la réalité, ou d'entrechoquer des choses pour raconter quelque chose. Mais voilà, oui. Oui, je peux pas dire que je peux pas dire que j'aime pas Magritte, par exemple. Mais c'est quelque chose qui est vachement galvaudé, le mot surréalisme. Mais... Okay. Pourquoi aimez-vous créer des illustrations en détournant des images de cinéma? Parce que je suis feignant. Donc le truc que j'ai préféré, mais à un moment les gens ne comprenaient pas toujours, je prenais une photo de film et je mettais des paroles de chansons qui étaient censées être très connues. Et là, je faisais rien, ni l'image ni le texte. Et alors ça c'est du détournement, quoi. Parce que ces photos me fascinent, qu'il y a quelque chose que j'ai jamais réussi à expliquer, mais quand tu regardes les photos de films ou les photos de plateau, il y a une année où elles deviennent moches. Je sais pas exactement quand, mais il y a une photo où il y a un moment où les photos de cinéma sont plus très intéressantes visuellement. Les films n'ont rien à voir, les films sont toujours... Enfin, c'est pas sur la qualité des films. Et ça, c'est un truc qui m'interroge, à laquelle j'ai pas jamais trouvé de réponse encore. Et quand tu vois des photos de films jusqu'à une certaine époque, je trouve que les images sont magnifiques, quoi.
les compositions. Alors, est-ce que la lumière était plus travaillée avant? Enfin, est-ce que depuis la nouvelle vague, est-ce que la mise en scène fait qu'on est on travaille avec des décors naturels? Enfin, j'en sais rien, je sais pas exactement. Parce que j'ai longtemps essayé de faire du dessin de presse et au bout de plusieurs années, j'en ai publié un petit peu. Et au bout de plusieurs années, j'étais obligé de constater que j'étais très mauvais en dessin de presse. Et il y a très peu de bons dessinateurs de presse. Et je faisais à peu près tout ce que je déteste chez les dessinateurs de presse. C'est-à-dire, tu vois, j'avais un point de vue. Et je trouve que les formidables dessinateurs de presse, ils ont un point de vue naturellement, mais c'est jamais des moralistes, quoi. Enfin bon, comme Pétillon, le Fred Touron. Et sinon, le dessin de presse, c'est RSSS, quoi. Enfin bon. Et donc, il y a un moment, je continue à avoir envie de parler de choses qui se passaient dans le monde d'aujourd'hui. Et tout à coup, j'ai vu qu'en utilisant des vieilles photos, je pouvais faire ça. Et que ça me sortait de la façon que j'aimais pas de faire du dessin de presse. J'ai du mal à parler. Du coup, utiliser des films américains et français. Bah, c'est aussi les films que je regardais quand j'étais petit, qui passaient. Voilà, ça me rappelle. Il y a toujours quelque chose comme ça. Quand dans quelques années tu feras, je sais pas ce que tu regardais, Goldorak, t'es trop jeune, mais bon, tu vois, c'est des références que tu as. Et puis, je serais incapable aujourd'hui de regarder un film non sous-titré, mais on regardait tous les films en version française à la télé. Ça n'existait pas, quoi. Et donc, tu finissais par identifier la doublure, la personne qui doublait à l'acteur. Et il y avait quelque chose de faux en même temps. Et c'est ce truc faux que aujourd'hui je serais incapable de regarder, mais dans mon souvenir uniquement, c'est extraordinaire. Et j'essaye que ça soit aussi faux dans mon dessin. Et voilà, j'ai l'impression de doubler les acteurs avec leur fausse voix et que ça sonne faux. Et je trouve ça très bien quand ça sonne faux. Voilà. Merci beaucoup. Le fait que ce soit des films que vous appréciez particulièrement, Prisonnière du désert, là, pour ceux qui reconnaissent, ça a une importance quand même pour vous. Oui, bah. Mais c'est pas toujours le cas, quelquefois il y a des films assez anonymes aussi. Oui, oui. Mais j'en ai beaucoup fait avec Tarzan au départ, parce que ça, c'est. Quand on était jeune, on n'avait pas tellement le droit de regarder la télé. C'est assez tard et. Enfin, la télé, c'était pas un objet qu'on allumait, des gens n'y touchaient pas tout seul. Et de temps en temps, mes parents disaient tiens, tu peux venir voir ce film. Alors là, c'était. Et donc, c'était les Tarzan. Tarzan parlait français, très bien français. Tout le monde dans le Tarzan parlait très bien français. C'était formidable, parce que comme ça, on pouvait comprendre. Et je pense que si on regarde aujourd'hui un de ces Tarzan avec Johnny Weissmuller, c'est pas possible. Je pense que la 99% de la sort en disant mais c'est quoi ce truc, c'est hyper raciste, l'appropriation culturelle. Mais on le voyait pas comme ça. On voyait ça comme une aventure. Et puis c'était les décors n'étaient pas du tout réalistes. Enfin, il y avait quelque chose de complètement en carton-pâte. Enfin, bon, voilà. Mais donc les westerns aussi, c'est la même chose. Il y a un travail particulier de cadrage. Vous reprenez les cadrages aussi des images de cinéma qui sont assez particulières. C'est une contre-plongée. Oh bah. Ça vous intéresse aussi les images de cinéma du point de vue cadrage? Bah oui. C'est pour ça que je constate que ça m'est plus difficile de travailler avec des images de films récents. Et je pense que s'il y a une manière de filmer qui a changé, peut-être que la nouvelle vague a amené ça, enfin, la nouvelle vague entre autres, mais. Vous choisissez souvent de vous représenter vous-même dans des images et des livres que vous avez faits. Pourquoi ce choix ? Ben, ça dépend dans quel cadre. Quand c'est dans des bandes dessinées, je trouve ça amusant de me mettre comme personnage, mais aussi mes parents, beaucoup. Bon. Parfois, c'est parce qu'on se prend en photo. Demandez à Monsieur Wary. En regardant ses œuvres, vous le verrez dans beaucoup de dessins. C'est un clin d'œil, quoi. Tu sais, c'est un peu comme Hitchcock qui se met dans ses films.
Je me suis mis sur une ou deux affiches du rond-point au début. Je me voyais sur les colonnes Maurice, alors je restais un peu devant la colonne, comme ça, de profil. Et puis, bon, personne ne remarquait. Alors. Mais bon, c'est un petit amusement, quoi. Voilà, un clin d'œil. Et du coup, vous venez de publier un ouvrage, Les saucisses de l'archiduchesse, Oui. qui met en scène votre père. Oui. Pourquoi Parce que c'est mon père, déjà. Et ça fait très longtemps que j'ai fait beaucoup de trucs avec mes parents, longtemps dans Flux glacial. Il y en a un certain nombre que j'ai remis dans ce livre qui sont les plus grands succès. Un jour, j'ai décidé d'appeler mon père Giscard, et donc ma mère Giscarda. Giscard, c'est un homme du XXe siècle qui est décédé, qui a été président de la République. Au revoir. Je suis imitateur aussi le soir. Et donc mes parents étaient tellement loin de Giscard que je trouvais ça très drôle. C'est surtout quand Giscard au début est rentré à l'Académie française, après avoir écrit des romans épouvantables, des romans érotiques pour les nuls, quoi. Enfin, mais de trucs mais qui te tombent des mains, mais tu peux même pas emballer le poisson avec ça. Et il est rentré à l'Académie française. Alors je trouvais que c'était une des choses les plus drôles de l'année. Et donc les premières histoires, c'était mon père qui regardait les codes barres des roast beef et qui décrétait que c'était de la poésie. Donc il déclamait les codes barres, ou il allait devant chez lui et disait entre ici, Jean Moulin, ou un truc comme ça. Et puis bon, peu à peu, ça a un petit peu changé, enfin les histoires ont changé. Et puis j'ai eu envie de continuer à développer. Ça fait longtemps que je fais ça, donc là ça a pris un peu un autre tour. Ma mère est plus là. Donc je mélange des images plus anciennes. À un moment, j'ai décidé de réutiliser tout le matériel que j'avais. Je les ai beaucoup pris en photo. Alors je disais, tiens, mets-toi comme ça, toi tu fais comme ça, etc. Ils se prêtaient au jeu, ils aimaient beaucoup ça. C'est devenu plus compliqué parce qu'ils ont vieilli, un peu malades. Ma mère, je ne peux plus la prendre en photo parce qu'elle n'est plus très mobile. Enfin, elle est décédée. Mon père est dans un fauteuil roulant, donc c'est compliqué aussi. Je continue à le prendre en photo. Il fait comme ça toujours, mais c'est moins intéressant parce que... donc un jour j'ai ressorti tout le matériel et puis je vais refaire d'autres histoires avec les mêmes photos. Donc j'ai mélangé les trucs d'aujourd'hui, d'hier. Alors c'est une trilogie dont je n'ai écrit qu'un tome et avec un peu de courage j'en ferai deux autres. Mais bah oui, je trouvais que ça faisait bien derrière. Et puis j'ai eu une autre idée entre temps, donc je vais peut-être faire autre chose entre temps. J'ai essayé de faire un livre qui va s'appeler Les Arts et Lettres, ou comment j'essaye d'avoir les Arts et Lettres avec Jacques Floret, s'il veut bien. Comme les pieds nickelés qui veulent avoir les arts et lettres, mais qui n'arrivent pas à l'avoir. Et puis parce qu'on fait toujours de la biographie, quoi. Excuse-moi, je reviens sur la question. Beaucoup de gens font de la biographie, de l'autobiographie. C'est devenu... Et moi, j'ai essayé de faire des fausses autobiographies, parce qu'autobiographie, souvent, ça me tombe des mains. Je m'en fous de la vie des gens. Et c'était une occasion d'inventer ma vie, quoi, et de faire une... Mais il y a quand même beaucoup de choses. Mes parents, quand ils font la cuisine, ils ont passé beaucoup de temps à faire la cuisine, tu vois. Où il y a quand même des éléments réels, mais ça part dans du... Voilà. C'est un peu comme dans les... Quand je mélange deux éléments dans des dessins qui font autre chose, là, c'est la vraie vie, la fausse vie. Bon. Alors, souvent vos illustrations ont une dimension politique. Pensez-vous que l'art avec un grand A doit être toujours politique ? Tu l'as où, la dimension politique ? Quand on avait Giscard, ah oui, oui. Souvent il y a des dimensions politiques assez économiques. Je ne vais pas sélectionner l'image de Tarzan ou Tarzan de Cassandre. Ah oui, 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 bien sûr. La croissance revienne. Oui, oui, bah ça, c'était justement une manière de parler de l'actualité en décalant avec des images qui n'ont rien à voir. Je trouve ça plus drôle que bon. Mais je pense que le dessin est quelque chose d'éminemment politique. Mais ce qui est politique, c'est le dessin lui-même. Voilà, à mon avis. Je pense que, enfin, ça n'est que mon avis. Je suis pas tellement militant. J'ai des convictions, je suis militant, hein, mais faire de l'art militant, c'est quelque chose qui m'a jamais beaucoup plu. Et je pense qu'à moins d'avoir un immense talent, mais souvent ça me tombe des mains. Je trouve ça d'une naïveté confondante. Tu vois, si c'est pour faire un dessin avec marqué « La planète est en danger », bon, ça c'est vrai. Mais je vois pas ce que mon dessin va amener, quoi. À part me donner bonne conscience et me faire passer pour quelqu'un de, tu vois, très... mais je pense que l'acte de dessiner est politique.
C'est-à-dire, c'est une manière de penser. Le dessin, c'est une écriture, et écrire du dessin, c'est prendre une place dans le monde d'aujourd'hui qui est pas n'importe quelle place, quoi, et qui est pas, je sais pas trop comment dire ça, mais je pense que passer du temps à rien faire d'autre que dessiner, c'est ma manière de militer. Hein. Est-ce que pour cette illustration, vous trouvez que c'est une représentation de notre société actuelle? Écoute, c'était un spectacle, une sorte de conférence-spectacle de Roger Paul Droit, de mémoire, qui est un philosophe, et qui venait faire un truc sur les objets. J'ai oublié précisément de quoi parler, mais c'était une accumulation d'objets. Donc le but du dessin était de montrer qu'il parlait de plein d'objets, que c'était... Et je pense que dans son spectacle, j'ai un peu oublié exactement, ça remonte à quelques années, mais il parlait peut-être justement des objets qui ne sont pas pérennes, enfin... Donc il y avait une accumulation d'objets un peu triviaux, voilà, qui... Je pense que ça parlait de la société de consommation. Alors est-ce que je trouve que ça représente... Non, parce qu'il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a pas de truc... C'est un peu le monde plutôt des années 60, ça, mais... je pense que le monde d'aujourd'hui est plus effrayant que ça encore. Et est-ce que vous pensez que les IA en font partie? Les IA, l'arrivée des IA en font partie? De ce monde terrifiant, est-ce que vous pensez que c'est bénéfique? C'est quoi votre avis sur ça? J'ai pas d'avis. J'ai échangé avec un copain ce matin. Cet été, je devais faire j'ai dû faire deux illustrations dans un livre autour de Lovecraft, qui est un auteur de... Voilà, vous connaissez peut-être. Moi, c'est alors Lovecraft, c'est pas du tout mon univers, je connais pas, mais enfin... Donc j'ai fait 2 illustrations, dont une, c'était quand il s'installe à Brooklyn, il a épousé une femme pendant quelques années, ils sont installés à Brooklyn, elle était de Brooklyn. Donc il arrive de son trou paumé, je sais plus, au Texas ou je sais pas où, en train, il s'installe à Brooklyn. Donc je me dis, je vais la présenter à Brooklyn, je regarde un peu, je trouve l'adresse où ils habitaient, etc. Et je me dis, j'ai jamais trouvé de photo de cette rue en 1920. Et là, je voyais des copains qui font des trucs assez marrants avec l'IA sur Facebook. Et donc, je me dis, je vais faire le décor, je vais le faire en IA, quoi. C'est génial. D'ailleurs, maintenant, toutes mes bandes dessinées, je vais faire toutes mes recherches avec de l'IA, quoi. C'est formidable. Donc, j'appelle ce copain qui m'explique, voilà, faut taper des scripts, je sais pas quoi. Ah bon? Donc, je regarde, donc je commence à taper des scripts et c'était méga pourri. Mais parce que je sais pas faire les scripts, quoi. Et qu'en fait, j'ai aucune patience. Et donc plus je faisais des scripts et plus les trucs étaient pourris. Et finalement, je suis retourné voir mon copain Google et j'ai trouvé des photos du coin. Enfin, j'ai inventé un bout de rue et le dessin marche très bien. Donc mon point de vue, c'est que c'est pas pour moi l'IA. Après, j'ai pas de point de vue, c'est un outil qui existe. Je sais qu'il y a un débat en ce moment. Certains auteurs qui disent faudrait débusquer ceux qui travaillent de l'IA. Enfin, je trouve ça grotesque, quoi. Tout le monde a toujours travaillé avec ce qui vient sous la main. Je vois pas en quoi travailler avec de l'IA, ça serait honteux. Mais après, tout dépend de ce que tu veux faire. Voilà, c'est quelque chose qui existe. Après, si c'est une discussion philosophique sur l'intelligence artificielle et le transhumanisme, c'est encore autre chose. Là, j'ai répondu d'un point de vue de l'IA dans l'image. Je sais pas, je me demande si un jour on n'aura pas... quand tu es en cours et... Quand je vois les élèves en cours qui sont avec leur téléphone, en fait, maintenant ils travaillent. Et c'est quelque chose qui me surprend toujours, même si je le sais. Parce que nous, ça n'existait pas. Puis il y a plein d'endroits où quand tu sors ton téléphone, c'est super mal vu. Parce qu'on dit... Mais je pense qu'un jour, on aura le téléphone dans la tête. Et tu pourras consulter. À mon avis, c'est sûr. Hein. J'en sais rien. J'ai eu 1 en maths au bac, donc je ne suis pas très bon en sciences. Et donc un jour, tu pourras consulter ton téléphone dans ta tête, personne ne saura plus. Je trouve ça un peu flippant. Mais bon, voilà. Quelques questions encore avant de passer la parole. Quel conseil donneriez-vous à un futur illustratrice? Mais je pense qu'il y a plein de moyens. Il n'y a pas une manière de... Le conseil que je pense que ce qu'il faut, c'est
Il faut être très persévérant. Parce que c'est long, c'est des métiers longs, c'est des métiers... Le monde de l'édition est de plus en plus compliqué. Je pense que nous, on a déjà vu ça vachement évoluer. Quand vous, dans 20 ans, le monde aura encore évolué. Je suis incapable de savoir, y aura-t-il encore des maisons d'édition, des journaux, des éditeurs, je n'en sais rien. Mais de toute façon, il y aura quelque chose qui continuera parce que forcément, il y aura encore besoin d'images. Le conseil que je donnerais, c'est d'essayer d'être aussi de faire... J'ai longtemps fait du graphisme. Alors je travaillais en agence, je n'avais pas la chance de travailler pour un éditeur qui me fait confiance et qui me donne des super projets. Mais je regarde Monsieur Babouin en disant ça. Mais avec les clients, c'est de pire en pire, quoi. C'est-à-dire que je suis passé du moment où on était... où c'était vraiment le graphisme à l'ancienne, enfin, il n'y avait pas d'ordinateur, donc les clients étaient incapables de... Et donc on avait une expertise énorme. On engueulait les clients. Moi, je faisais des réunions avec Barral, ils disaient mais ça va pas, mais vous arrêtez ça tout de suite. Et ils étaient comme des petits garçons. Et 20 ans après, les gens nous disaient bah, c'est cette photo, la typo, vous la mettez là, et vous la cadrez comme ça, etc. Et si vous n'êtes pas content, il y en a 32 derrière. Pourquoi ? Parce que tout à coup, avec le téléphone, l'ordinateur, le téléphone, ils ont pensé qu'on partageait le même outil, parce que tout le monde a des photos, des petits logiciels de machin, de merde, et ils ont pensé qu'ils partageant l'outil, ils pensaient partager l'expertise. Le dessin, même s'il y arrive, mais pour le moment, les gens ont un peu de mal, tu vois, quand tu dis que tu dessines, les gens se disent ah ouais, ça, je suis incapable de dessiner. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut conserver. Et enfin... il y a quelque chose qui est propre pour le moment à ce métier-là. Peut-être que ça changera, mais... Et puis, ben, je sais pas, faut être... parfois, tu as des parcours, tu vas aller faire autre chose, tu vas aller voyager 10 ans, tu vas... il faut se nourrir de la vie, puis il faut surtout ne pas vouloir faire autre chose que du dessin, quoi, parce que sinon, c'est compliqué. Merci. Y a-t-il certaines de vos illustrations dont vous êtes particulièrement fiers ? Ça, c'est... J'aime pas beaucoup mon travail. Une illustration assez particulière. Non, la dernière, c'est celle-là, la mort vainqueur. Ouais. Vous parlez de celle-ci. Ça, c'était pour l'imagerie d'Épinal qui a été repris pas très longtemps par deux personnes qui ont décidé qui ont racheté le fonds, etc., qui ont décidé de faire appel à un certain nombre d'illustrateurs. Il y avait Joren Gerner, il y en avait d'autres, et de leur demander de faire des lithos, des choses comme ça. Et on était là au moment du centenaire de Verdun, donc ça devait être 2014, c'est déjà si vieux. Non, 2018, voilà, 2018. Ou 2016 ou 17 pour Verdun, je sais plus quelle est. Verdun, ça devait être 17. Donc, on est allé là-bas. J'ai visité l'imagerie d'Épinal avec toutes les planches. C'est un truc... se faire enfermer la nuit entière. Et puis, comme je ne savais pas quoi faire, j'ai pris un certain nombre d'images et j'ai essayé de recréer un poster qui pourrait être... qui pourrait, à première vue, être un peu un truc qui pourrait être vraiment de l'imagerie d'Épinal. Et il y avait ces figurines sans tête, là, et voilà, donc j'ai essayé de faire quelque chose qui montre que la guerre de 14 était une boucherie, avec ce personnage sans tête, et voilà, enfin bon, c'est modeste le message. La guerre, c'est moche. Merci beaucoup déjà pour cette série de réponses. C'était les questions qu'on avait préparées avec la classe. Mais alors, il y a sans doute des questions de la part du public. Donc je peux chanter si vous voulez. Voilà. Alors, du public étudiant. Il y a des questions. Je vois qu'il y a pas eu la question de la rémunération qui est venue. Ah, ça, c'est bon. Ça, en général, c'est au lycée, quand on fait des trucs avec les lycées. Est-ce que ça gagne de l'argent, le dessin ? Alors, je vais répondre à la question. Si vous aimez l'argent, faites autre chose. Enfin, quoi qu'il y en a qui...
qui s'en sortent plutôt. Vous avez dit qu'il ne fallait pas que dessiner. Moi, je me posais la question, quels sont les hobbies qui alimentent le dessin autre que le dessin pour vous? La cuisine. Écoute, généralement, je travaille de 8h30, 9h à 20h, 20h30, enfin des fois 19h30. Donc, j'ai pas tellement de hobby en réalité. Le samedi, je vais faire les courses et un peu le ménage. Je sais pas si c'est un hobby. De temps en temps, je vais voir mon père, donc ça, c'est un peu un hobby parce que je prends photo en 12. Mais La cuisine, c'est très bien. ouais, ok. Il est 21h déjà, non? Non. Quasiment. D'autres. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Non, il ne faut pas être timide, hein, les jeunes. Jean-François Martin m'a envoyé un mail il y a 2 ans qu'il allait me mettre la misère. Donc j'aimerais bien savoir quelle question il allait me poser qui soit aussi... Ah, après, d'accord. En privé. Jean-François Martin ne veut pas le micro parce que... Non, il est prudent. Voilà, je ne sais pas, c'est une question qu'on l'avait élaborée, mais est-ce que vous avez reçu déjà des critiques, notamment au début de votre travail? Et comment est-ce que vous avez réagi? Oui, des critiques, oui. Au début énormément, parce que c'était quand même assez pitoyable ce que je faisais. Enfin, je ne sais pas si c'est bien aujourd'hui, mais c'était vraiment très pitoyable au départ. Il y a une femme qui était prof ici, qui s'appelait Isabelle Gibert, il y a quelques années. Et elle était longtemps directrice artistique à Bayard, c'est comme ça qu'on l'a connue. Elle s'occupait notamment de Je Bookin. Je pense que Je Bookin, ça existe encore. C'était un super plan pour les illustrateurs parce que ça devait être payé 10 000 francs. Et à l'époque, enfin je sais plus, c'était pas ça? Dans les 10 000, non? Oui, quand tu faisais le roman, c'était 10 000 francs à peu près. Et aujourd'hui, c'est toujours 1 500 €, je pense. On est quand même, il faut savoir qu'on est le seul métier où on est désaugmenté chaque année. C'est-à-dire que quand tu démarres, tu fais une pige, par exemple, je fais des portraits pour le 1, à peu près toutes les semaines, sauf quand c'est quelqu'un qui est déjà passé, mais ils ont toutes les semaines. J'ai commencé, ils ont ouvert il y a 10 ans. Enfin, ouvert, c'est comme une épicerie. Ils ont démarré il y a 10 ans. Ils m'ont proposé de 200 € pour ce portrait. Je suis toujours payé 200 €. Voilà, donc en perte de pouvoir d'achat. Alors attends, là, c'était pas la question qui m'était posée. C'était quoi la question? La question sur les critiques. Ah oui. Et donc je vais voir Isabelle Gibert pour lui montrer mon dossier. Bon, j'espérais pas faire le roman à l'époque, mais... Et elle regarde mon dossier, elle me dit ok, qu'est-ce que tu cherches, du travail ou un avis? Ou des conseils? Bon, je dis initialement je vais pour du travail, mais des conseils, pourquoi pas? Alors elle m'a dit tu t'arrêtes tu sais pas dessiner à l'encre. Donc je suis reparti avec mon dossier. Mais d'autres fois, il faudrait que j'en trouve d'autres anecdotes quand même. Mais oui, très souvent, je pense que les critiques, c'est toujours vachement positif. Il y a souvent une blessure d'amour-propre, mais il faut entendre. Souvent, il y a parfois des choses qui ne sont pas fondées, mais il y a souvent des choses fondées qu'il faut écouter. C'est comme dans la vie. Voilà, quand on fait des critiques, il faut toujours écouter, il y a toujours des choses à prendre. Je suis sûr que j'ai trouvé d'autres anecdotes où on m'a saqué, mais ça me revient. Une question encore. Vous avez parlé de gouache dans le passé, vous faisiez de la gouache. Est-ce que vous avez déjà essayé de faire des peintures abstraites, des choses beaucoup moins illustratives, mais plus artistiques, on va dire? Vous êtes trop ça. Je déteste l'abstraction, moi, je trouve ça. Non, il y a des choses que j'aime bien. Non, je fais pas. Moi, j'ai jamais fait de choses abstraites. C'est une chose qui m'est étrangère. Après, tu sais, il y a ce qu'on appelle le dessin contemporain, ce qui veut rien dire. C'est-à-dire tout un mouvement d'illustrateurs, dessinateurs qui se rapprochent des galeries, qui ont un travail un peu plastique, tout en restant. J'ai parlé d'Joren Garner tout à l'heure, Frédéric Poincelet, enfin tout un tas de gens comme ça, qui sont à cheval.
Moi, quand tu m'as demandé parmi les 1000 dessinateurs que j'aime beaucoup, il y en a un que j'aime beaucoup qui s'appelle Glenn Baxter. D'une part parce qu'il me fait beaucoup rire, et parce que j'aime bien sa position, qui est quelqu'un qui est entre deux mondes, quoi. C'est-à-dire que le même dessin, s'il est petit, il passe dans un journal, c'est de l'édition. Quand il le fait grand comme ça, c'est vendu en galerie. Voilà. Donc l'art, c'est pas forcément de la peinture et de la peinture abstraite. Voilà, ça peut. L'art, c'est ce que tu définis étant de l'art, comme Duchamp faisant une pissotière. Il la signe, il dit c'est plus une pissotière, c'est une œuvre d'art. Bon, c'est une tarte à la crème, ce que je dis, mais voilà, ça c'est au début du XXe siècle. Et l'art, c'est ce que si tu dis je fais de l'art, ben, tu fais de l'art. Donc ton dessin, faut le faire un peu plus grand quand même. Et puis tu l'accroches et c'est de l'art. C'est plus une illustration. Roland Topor aussi, tu vois, qui étaient des gens qui sont à la frontière de plein d'endroits. Topor, il a fait de l'édition, il a fait des lithographies, il a fait des peintures, il a fait des textes, voilà. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'essayer d'être à la frontière avec plein d'endroits, voilà. Enfin, j'ai de conseils à donner à personne par ailleurs. Sinon, si vous voyez comment mes enfants ont été éduqués, vous n'écoutez pas mes conseils. Mais encore une question? Non. Ouais, les enseignants ont le droit de poser quelques questions aussi. Oui. Hein, quand même. Là, ça va être la question piège de la soirée, à laquelle je ne vais pas savoir répondre. Non, même pas, c'est pour alimenter un peu la... Après, du coup, 20 ans de Théâtre du Rond-Point, comme, la plupart du temps, quand moi je parle de toi et que les gens sont novices dans l'illustration, je dis le Théâtre du Rond-Point, et donc c'est toujours « Ah bah oui, d'accord, je vois ». Est-ce que tu crois, maintenant que c'est terminé, que tu pourras encore bosser pour un théâtre, ou au contraire, ce qui a fait ta renommée t'empêche maintenant de... Enfin, c'est trop connoté pour que tu puisses... Écoute, déjà, je pense qu'il n'y aura jamais d'équivalent, ça c'est sûr. Ça sera ponctuel. Enfin, à un moment, le théâtre Gérard Philippe, mais il faisait beaucoup moins, où tu as les Cordeliers aussi à Lyon, mais je ne sais pas s'il continue à le faire. J'ai l'impression qu'il y a on est dans le creux de la vague en illustration, dans ce genre de... Il y a des phénomènes de mode, quoi. On voit moins de dessins, y compris dans la publicité, j'ai l'impression en ce moment, dans les affiches de cinéma. Là, il y en a une en ce moment, là, du dernier film de Dupontel, là, mais j'ai l'impression que c'est Séverin Millet qui l'a fait, mais je ne suis pas sûr. Ce qui est sûr, c'est que je pense que le théâtre du Rond-Point était un formidable... m'a offert une visibilité formidable et m'a empêché de faire pas mal de choses. On se disait, putain, on a marre de lui, on le voit partout. Dans le cinéma, tu vois, dans des choses comme ça. Et j'ai eu 2 expériences récemment. Il y a d'abord un auteur, Sébastien Thierry, bon, j'arrive pas à dire son nom, Terry, qui m'a appelé. Il faisait une pièce qui a démarré en septembre pour me demander de faire l'affiche. J'ai travaillé. Il y avait beaucoup de monde qui validait aussi. C'était chez Dumontet, tu vois, donc c'est les gros trucs. Et donc c'est remonté jusqu'à Dumontet, qui était très content. Et là, ils l'ont montré à l'acteur principal, qui est Yvon Attal, qui a dit c'est quoi cette merde, qui s'est mis en colère. Et donc j'ai pris de nouvelles d'eux. Le directeur du théâtre m'a dit bon, je vais vous dédommager naturellement. Hein. Je l'ai rappelé pour savoir comment on faisait pour le dédommagement. Il dit oh là, je te rappelle demain, là je suis débordé, puis j'ai jamais eu une nouvelle. Et puis j'ai fait une affiche pour Colline Serrault, là, dont je suis pas fier, mais et elle est folle à Liel, donc pardon, faut pas le dire. Non mais les acteurs et metteurs en scène et les metteurs en scène acteurs, c'est épouvantable. C'est la pire des choses. Et donc ça c'est pas bien. J'étais à 2 doigts de lui renvoyer le truc à la. Elle m'a renvoyé mon dessin qu'elle a fait sur un logiciel, je sais pas quoi, où elle a changé les couleurs, mis des traits et tout. J'ai fait une embolie un soir, tu vois. Et puis comme la productrice qui faisait le truc, je voulais pas la foutre dans la panade. Donc j'ai dit, bon, je fais ces modifs, on n'en parle plus, mais... Enfin, voilà. Mais elle était elle-même, elle disait, mais c'est... Bon, bref. Donc je sais pas très bien, oui, peut-être que... Non, j'en sais rien, en fait. Mais des théâtres, tu sais, il n'y a pas... C'est la misère, hein. L'affiche de théâtre. Ou alors, c'est des institutions. Ce qui marchait au Rond-Point, c'est que c'était une institution.
quand tu travailles quand j'ai une institution, c'est-à-dire par exemple l'Opéra de Paris, quand on travaille pour l'Opéra de Paris, tu définis une ligne graphique. Là, la ligne graphique avec le rond-point, c'était défini un peu au fur et à mesure, au fil de l'eau, quoi. Et donc, l'intérêt, c'était qu'ils pouvaient dire aussi déjà, il y a une institution, c'est-à-dire une direction du théâtre qui dit « nous, on fait ça ». Voilà, de toute façon, donc là, le choix ne se pose pas. Et à un moment, si les gens sont réticents, la direction de ce théâtre va dire bah, on prend ça, et puis voilà. Si tu travailles sur une seule affiche, c'est déjà plus compliqué. Enfin, tu comprends ce que je veux dire ou pas? Très bien, oui. Ouais. Enfin, et donc, je ne pense pas qu'une institution puisse refaire appel à moi en théâtre parce que ce serait trop connoté. Et puis parce qu'il n'y a pas tellement... je ne sais pas si les Cordeliers à Lyon le font encore, mais je pense que jamais ils feraient appel à moi en disant bah non, c'est le rond-point, quoi. Donc ça sera des coups uniques comme ça. Merci. Ah bah je t'en prie. Bravo. Non, mais merci à vous d'être venus si nombreux. J'étais très impressionné. Voilà.